Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisqu'on est en compagnie de trois karatékas qui sont auteurs. Et on va parler un petit peu de l'évolution de l'enseignement et de la pédagogie dans le karaté, mais pas seulement, on va aussi parler des arts martiaux en général. Donc on est aujourd'hui avec Areski Uzrut, Jean-Baptiste Chiki Budjea et Emmanuel Ackerman. Alors je voudrais, pour commencer la vidéo, que chacun se présente, détaille très légèrement son parcours. Emmanuel, est-ce que tu veux bien commencer? Emmanuel Ackerman, faut donner un grade, donc 5e dan de karaté Shotokan. Alors j'ai été enseignant dans le domaine du fitness et des arts martiaux. Donc depuis de nombreuses années, j'ai commencé mon parcours martial à 6 ans. Donc ça fait déjà un moment puisque j'affiche quelques dizaines d'années au compteur. Et puis j'ai commencé à participer au monde de l'édition en 2005 avec mon premier ouvrage qui était un des premiers ouvrages sur le mélange entre le fitness et puis les arts martiaux. Je considérais ça comme une forme de préparation physique spécifique et c'était une façon aussi de faire découvrir et d'amener les gens aux arts martiaux par l'intermédiaire d'une discipline, on va dire, un peu plus accessible et plus fun avec la musique, etc. En 2007, j'ai sorti un ouvrage qui me tenait à cœur sur les arts martiaux et sur les katas du karaté Shotokan, donc une grille de lecture, on va dire, et de décodage des katas, des principaux katas du Shotokan. Et puis j'ai continué ensuite dans le domaine de la préparation physique, avec pas mal d'ouvrages sur la préparation physique à la fois spécifique aux arts martiaux, parce que comme ça fait partie de mon ADN, il y a toujours un lien avec les arts martiaux, mais bon, accessible aussi au grand public ou aux athlètes. Voilà, donc j'ai toujours eu cette double casquette, on va dire, préparation physique et puis arts martiaux. Voilà, donc j'ai eu un club avec, j'en ai eu plusieurs même avec, dans mon dernier club, on avait près de 200 adhérents. J'avais la moitié de, on va dire, c'était essentiellement des femmes qui faisaient des cours de ce que j'appelais le kick and fit à l'époque, et certaines, j'arrivais à les amener vers le karaté. Il y en a qui ont bifurqué, qui ont continué. Et puis j'ai formé évidemment énormément de ceintures noires. Voilà, donc ça c'était une grosse partie de ma vie. Donc je continue toujours dans le domaine de l'édition avec un certain nombre d'ouvrages. Et dernièrement j'ai sorti la 2e édition de Bunkai Kata, donc on va dire revue et augmentée aux éditions Budo. C'était aussi une façon pour moi de rendre hommage aux ouvrages de Roland Ebersetzer. Donc c'était essentiellement des dessins sur le même mode opératoire, sur lequel il nous a régalé pendant des années. Et donc la deuxième édition, la 2e mouture, là c'est vraiment un ouvrage en 2 tomes qui fait plus de 800 pages où je couvre tous les katas du Shotokan aux éditions Budo. Donc là il n'y aura qu'une version plus moderne, en couleur, avec des photos, tout ça. Voilà. Ça fait quand même quelques années que c'est déjà sorti, donc j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai, d'ailleurs dernièrement je présentais tes traductions. Tu as traduit aussi les ouvrages de Paul Wade sur l'entraînement du détenu. Exactement, ouais. Et je présentais aussi l'année dernière ou l'année passée, je me rappelle plus, les 2 volumes des Bunkai Kata, effectivement. Alors, dans le genre auteur chez Budo, on a aussi Areski qui a écrit pas mal d'ouvrages. Areski, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs? Areski Uzrut, 7e dan de karaté. Je pratique le karaté officiellement depuis presque 50 ans. 49 ans pour être plus précis. J'enseigne dans 2 clubs de karaté. Je me suis beaucoup investi dans la formation des professeurs de karaté et instructeurs de karaté au sein de la Fédération française de karaté. Et je suis effectivement aussi l'auteur de 5 ouvrages sur le karaté dont tu as souvent parlé sur ta chaîne, donc je t'en remercie beaucoup. Oui, alors j'ai pas pris les bouquins avec moi parce que je suis pas dans la pièce où j'ai ma bibliothèque d'habitude pour les besoins de la vidéo. Là, j'avais besoin de plus d'espace pour le cadrage et l'ordinateur et le son, etc. Mais effectivement, je rappelle que Areski a écrit plusieurs volumes importants sur les bunkai, sur le kata, karaté nouvelle approche, que j'ai présenté. Donc j'invite les auditeurs, s'ils n'ont pas déjà vu les vidéos de présentation et les interviews qu'on a fait ensemble avec Areski, je les invite à regarder ces vidéos-là. Et on a une dernière personne qui est avec nous aujourd'hui, mais pas des moindres. Alors, qui n'est pas encore auteur chez Budo Édition, mais ça pourrait venir... Voilà. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir, je m'appelle Jean-Baptiste Chiki Budjea, je pense être le Benjamin de ce trio aujourd'hui. Je suis passionné par les arts martiaux de longue date, j'ai une fascination pour le Japon, et je pense que cette envie de mieux connaître la culture japonaise m'a amené à découvrir le karaté autrement, puisque je fais des allers-retours en permanence entre l'histoire du Japon, de ses arts martiaux et ma pratique du karaté, et dans une démarche
démarche évolutive. Alors ça peut paraître abstrait comme terme, mais je pense que nous allons avoir l'occasion d'en discuter. Je suis passionné de pédagogie et de fait, je suis très heureux et très honoré de pouvoir faire cet échange avec Emmanuel Ackerman et Ariski Uzrut, dont les ouvrages m'accompagnent et m'ont accompagné. C'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir échanger avec vous, parce que vous êtes de ces flambeaux en fait qui transmettent et qui se transmettent. Moi j'ai de longue date maintenant un karaté qui est orienté sur je dirais le combat rapproché. Et qui s'est nourri de mes expériences dans d'autres disciplines, notamment en Tai Chi Chuan, en Jujutsu un petit peu, en Tang Soo Do, voire même en Krav Maga. Alors évidemment, on n'est jamais spécialiste de tout, mais ça peut être intéressant d'avoir des ouvertures, quelques fenêtres pour aborder en fait une problématique sous un autre regard, un autre angle, et ça nous permet aussi de redécouvrir notre pratique je pense, dans une configuration un peu différente. J'ai été 3 fois au Japon, les 3 fois pour les arts martiaux, et je suis de fait très intéressé de constater à quel point, bien souvent, les Occidentaux, et notamment les Français, se voient comme étant plus japonais que les Japonais, et en sachant que à chaque fois que j'y suis allé, c'était dans le cadre d'organisations traditionnelles, vraiment très traditionnelles, et pourtant plus d'ouverture ou moins de dogmatisme, dirons-nous comme ça. Et aujourd'hui, donc avec 25 ans de pratique à peu près, oui c'est ça, 25 ans de pratique, je suis 5e dan en France et au Japon. Et vraiment je suis très heureux de pouvoir faire ça avec vous, et merci Gabriel d'être l'organisateur de cette rencontre. De rien, avec plaisir. Alors ce que tu as oublié de dire, c'est que tu es le président fondateur d'une association à Aix-en-Provence qui s'appelle Shinkyo-Budo, dans laquelle il existe non seulement du karaté, mais aussi des arts martiaux et des arts culturels du Japon. Il n'y a pas longtemps, sur ma propre chaîne Histoire des arts martiaux, j'ai fait une vidéo pour le stage organisé récemment. Ça, c'était même Shinkyo-Kai, parce qu'il y a l'association qui se veut une micro-fédération, et Shinkyo-Budo qui est l'école de karaté. Et Emmanuel est venu faire déjà des stages pour nous, absolument. Merci déjà à tous de vous être présentés. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de karaté. Et la première question que j'avais envie de poser à chacun, c'est quel a été votre ressenti quand vous avez vous-même appris le karaté? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y a mieux à faire? Moi, je me rappelle que quand j'ai appris le karaté, je lisais déjà des bouquins de karaté, et je me disais à l'époque déjà, on peut faire mieux. En termes de pédagogie, en termes d'organisation des cours, en termes de conditionnement physique, en termes même de matériaux dans le cours. Est-ce que vous, déjà, quand vous avez appris le karaté, vous aviez l'idée qu'on pouvait faire mieux, ou est-ce que, au contraire, vous étiez simplement le réceptacle d'un enseignement? Et même en étant novice, en étant débutant, je m'étais dit, il y a moyen de faire autrement, et quand j'ai découvert vos livres, j'ai vu que ces manières de faire étaient faisables, en fait. C'était concrètement applicable. Est-ce que vous, déjà, dès l'enseignement, dès les premières années, vous vous êtes dit « je vais écrire, je vais faire quelque chose pour faire évoluer le karaté » Ariski, je vois que tu souris. La question est vaste, mais très intéressante. Pour ma part, quand j'ai commencé le karaté, déjà j'ai commencé en autodidacte avec les 12 leçons de karaté de El Fascioni, et ensuite aussi, bien sûr, le guide marabout du karaté, emblématique, de Roland Bersetzer. Ouais, j'ai dû faire 2 ans comme ça, mais je comprenais pas tout parce que j'étais gamin, le vocabulaire, il y avait des choses qui m'échappaient. Mais j'étais déjà imprégné de ça. Quand j'ai pu mettre les pieds dans mon premier club, j'ai vu qu'il y avait des choses qui clochaient, quoi, déjà techniquement, puisque le professeur, en fait, avec qui j'ai commencé, quand j'ai visité le club le vendredi, il faisait du Wadoryu, et quand je suis venu mon premier entraînement le lundi, il avait basculé dans le Shotokan, parce qu'il avait fait un stage de week-end avec Jean-Pierre Lavorato. Donc j'ai toujours un regard critique sur ce qui m'était enseigné. J'adhérais pas toujours à ce qui m'était proposé. Je me dis oui, mais bon, c'est pas tout à fait ce qui est montré dans le livre de Roland Bersetzer. Là, il ramène pas bien sa jambe, etc. Donc pour progresser, c'est pas spécialement toujours une bonne chose, parce qu'il faut quand même, quand on est apprenant, il faut quand même croire en ce qu'on apprend, je dirais d'une certaine manière. Il faut faire confiance au professeur. Mais en même temps, c'est un atout parce que tu gobes pas tout cuit comme ça ce qui t'est donné. Donc j'ai toujours été amené à réfléchir. J'ai toujours une pratique aussi participative, puisque j'ai appris en autodidacte, donc je me suis toujours entraîné tout seul en parallèle des cours. Donc pour moi l'entraînement c'était quotidien, obligatoirement, même jusqu'à aujourd'hui. Je remettais pas en cause vraiment la technique. Par contre, effectivement, mon regard sur la façon dont les choses étaient enseignées, donc l'aspect pédagogique, m'a toujours... je me suis toujours interrogé.
pourquoi on apprend ça comme ça, ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Donc effectivement, il y a toujours eu beaucoup de questions dans ma tête, et hélas, pas grand monde avec qui échanger. Donc les rares personnes sur mon chemin que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu échanger, sont rares, parce qu'en fait, je me suis aperçu que dans le monde du karaté, en tout cas dans celui dans lequel j'ai évolué, hélas, les gens se posaient pas beaucoup de questions, prenaient pour argent comptant tout ce qui était donné. C'est ces rares personnes avec qui j'ai pu échanger qui m'ont fait évoluer, et ensuite le fait aussi de former des professeurs. Mon rôle, c'était pas de leur apprendre grand chose en fait, c'était plus de poser des questions, de les amener à s'interroger, à eux poser des questions et à remettre en cause les choses. C'est dire oui, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Et je sais pas, parce qu'on me l'a dit, mon professeur me l'a dit. Oui, mais allons un peu plus loin. Voilà, je pense que toute pratique doit se nourrir de questionnements, même si on ne trouve pas de réponse. Et les questionnements remettent en cause la pratique. Voilà, sinon sur le plan de la technique, moi personnellement, je vais dire, je suis un petit peu conservateur. J'ai toujours pensé que la technique, elle était là, elle nous a été transmise et qu'elle était, comment dirais-je, un héritage du passé. Mais ça n'empêche pas de revisiter les choses, revisiter les concepts. De toute façon, on s'aperçoit soi-même qu'avec l'âge, avec des problèmes de santé, notre pratique elle évolue tout le temps. Ce que je faisais il y a 50 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, même si peut-être pour l'œil profane, c'est la même chose. Mais moi, je ne ressens pas les choses du tout de la même manière. Voilà. Donc du coup, effectivement, je dirais que mon enseignement évolue tout le temps. C'est-à-dire, chaque année, je n'ai pas l'impression d'enseigner la même chose. Même si de l'extérieur, pour certains, les techniques n'ont pas évolué. Mais en fait, la façon de le ressentir, la façon de les aborder, de les expliquer, de les justifier est complètement différente. Et c'est ce que j'aime dans ma pratique. Si c'était toujours pareil, j'aurais arrêté le karaté depuis longtemps. Pour moi, il y a toujours à redécouvrir, à découvrir des recoins cachés de cette pratique. Et bien sûr, ça se nourrit d'échanges à travers des différents pratiquants de différentes disciplines. Aujourd'hui, on a de la chance aussi d'avoir des réseaux sociaux, Internet, sur lesquels il y a quand même beaucoup de matière dont on peut se nourrir. Il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui sur les arts martiaux. Il n'y avait pas, en tout cas moi quand j'étais gamin. Je vais laisser la parole à mes camarades. Alors Emmanuel, même question, toi aussi tu as écrit beaucoup sur le karaté justement, et aussi sur la condition physique d'ailleurs. Est-ce que quand tu étais apprenant, quand tu étais élève, tu t'es dit ça on peut faire différemment, pourquoi on fait ça? Est-ce que tu avais déjà l'idée de modifier des choses, de faire mieux? Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que il y a deux aspects. C'est à la fois blanc et à la fois noir. Et ça a trait à l'ego, finalement. Tu sais, la place de l'ego est importante dans les arts martiaux, puisque c'est empreint de bouddhisme, et souvent il y a des malentendus vis-à-vis de ça. Il y a des écoles qui disent il faut limer l'ego. Il y en a d'autres qui disent, beaucoup disent oui, il faut limer l'ego. Puis après, quand tu vois les sportifs, les maîtres, entre guillemets, et les champions, tu te dis, bon, en privé, tu te dis oui, il faut bouffer l'autre en face. Donc en fait, l'ego est au centre de l'équation, finalement. C'est-à-dire que lorsque tu rentres dans un système, dans une discipline, je pense qu'il faut, de la façon traditionnelle, savoir vider sa coupe pour la remplir. En clair, tu fermes ta bouche et tu suis le mouvement. Voilà. Quand on a la prétention de vouloir changer les choses alors qu'on a 3 séances derrière, moi je me souviens de j'ai commencé tout pitchoun dans les arts martiaux, et puis ensuite j'ai bifurqué vers le karaté à l'adolescence. Mon premier cours, ça a été travailler Zenputsu pendant 1 heure. Donc si tu veux, aujourd'hui on ferait plus ça, c'est terminé. Tu fais ça à un type qui vient et il fait 2 minutes 30, et encore, parce que maintenant avec TikTok, on va dire la capacité de concentration, tout ça, ça diminue, donc c'est impossible. Et pourtant, tu as des qualités qui sont véhiculées à travers ce genre d'enseignement, parce que si tu veux, la pédagogie, elle évolue beaucoup. Maintenant, on fait jouer les gamins, etc., etc. Mais quelque part, tu sais, il y a la méthode japonaise où on va faire, 1000 coups de pied face à un mur. Alors, en tant que préparateur physique, je vais te dire, ça va te niquer les articulations. Mais en tant que pratiquant d'un art martial traditionnel, au sens large, je parle pas de kimono blanc et tout le flonflon, je vais te dire, va peut-être se passer quelque chose au fond de toi, au fond de ta psyché, au fond de ton âme, que tu pourras pas expérimenter autrement que de cette façon un peu barbare, si tu veux. Donc il y a effectivement l'aspect lié à la pédagogie où on peut toujours améliorer, et là le préparateur physique te parle, puisque évidemment j'ai écrit beaucoup d'ouvrages où j'ai démonté plein de systèmes, j'étais, je pense, un des premiers à le faire. Mais dans un premier temps, en clair, comme je le dis, tu fermes ta bouche, tu suis le mouvement. Et dans les arts martiaux traditionnels, c'est ça. J'ai un ami dont l'oncle est Chiambretto.
qui a travaillé dans le karaté pendant des dizaines d'années et qui a fait une bifurcation vers les arts martiaux internes chinois. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Ombre et Lumière, où il explique que, alors c'est un type qui est un des premiers karatékas dans les années 60-70, hein, tu vois, et qui est passé aux arts internes, qui est chef d'entreprise, donc voilà, donc il y a quand même un ego formaté, machin, qui a sans doute fait de la compétition aussi à l'époque, et il a accepté, c'était en Da Sheng Xuan, d'être accepté par un maître, voilà, et être accepté par un maître, bah, c'est la relation traditionnelle maître-disciple. En clair, tu rentres pas comme ça, le maître a plutôt envie de pas s'embêter avec toi, et si tu veux être accepté, bah, il faut se plier aux règles. Et c'est un petit peu comme dans Karate Kid, tu sais, où lui il fait faire un tas de mouvements, il comprend rien, il se dit à quoi ça sert, en fait tu me fais nettoyer tes water, mais c'est un peu ça, c'est exactement ça. Il expliquait dans son livre que le disciple est appelé à 3 heures du matin par son maître pour vider le pot de chambre. Donc tu as l'impression d'être un esclave, mais il se passe quelque chose au fond de toi qui fait que tu es prêt à un moment donné à tasser la partie de ton ego qui pourrait prétendre à faire un tas de trucs, et c'est une sorte d'abnégation. Et ensuite, tu es ouvert à une autre forme d'enseignement. Donc, à ma petite mesure, c'est toujours ce que j'ai fait, parce que j'ai un tempérament à démonter les systèmes, à ne pas reconnaître l'autorité illégitime. Et Dieu sait que l'autorité illégitime pullule dans notre univers. Et donc, je fais attention à ça, ok, je pénètre dans un système, je pénètre dans un temple, j'accepte de me soumettre pour goûter réellement à ce que la personne en qui je fais confiance à ce moment-là a à m'apporter. Et ensuite, une fois que j'ai bien souffert, bien transpiré, perdu du sang et été humilié aussi, parce que c'est difficile, hein, je veux dire, ça fait partie des arts martiaux. Quand tu vois l'enseignement qui est donné au sumo, bon, bah, on a des bébés d'1m90 et de 130 kg qui sont traînés par terre comme des... Il faut aussi... Il y a un travail interne, en fait, qui va avec l'enseignement traditionnel. Et c'est pas spécifique aux arts martiaux d'Extrême-Orient. Voilà. À partir du moment où on a affaire à une discipline qui a trait au combat, c'est-à-dire l'origine, c'est quand même la vie et la mort sur un champ de bataille, la formation doit amener une transformation de l'être. Et ça passe pas par des techniques. Ça passe pas... La technique reste le support. Tu peux apprendre 50 000 techniques, avoir la meilleure pédagogie du monde et t'effondrer totalement lors du moment de vérité. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des aspects de l'enseignement traditionnel qui peuvent paraître barbares, qui peuvent paraître... Voilà, tu as peut-être toi-même, quand tu débutes, un niveau de compréhension qui est pas suffisant pour intégrer tout ça. Et donc, c'est ce que je dis par rapport à ce que j'ai exposé au début, par rapport à l'ego. Tu dois avoir une partie de ton ego que tu dois maîtriser pour rentrer dans le système à fond, essayer de comprendre tout ça. Un art martial, c'est à la base un art de combat, un art de guerre. Donc quand on m'apprend des trucs, moi j'aime, et c'est ce que je faisais lorsque j'enseignais, il y a une partie pédagogique, c'est-à-dire on fait comprendre des systèmes, c'est pas forcément lié au combat, tu trouves ça partout dans tous les arts martiaux et l'enseignement, mais il faut savoir faire la part des choses, il faut le dire aussi, en te disant, bah là j'ai mis en place un éducatif, mais attention, dans le cadre de combat, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, voilà. Et j'avais pas cette grille de lecture, moi, c'est-à-dire que on avait des bunkai, donc des applications de combat qui étaient alambiquées, qui ressemblaient à rien, enfin, de mon point de vue, pourquoi bloquer un truc derrière alors que je regarde devant, enfin c'est idiot. Donc si on me dit c'est un éducatif, je dis ok, voilà. Et si tu veux, avec l'expérience, j'ai compris que dans le domaine de tout ce qui a trait au traditionnel, parce que les anciens sont pas débiles, il faut partir d'un principe de base, c'est que si ça subsiste depuis des centaines et des milliers d'années, c'est que ça a fait ses preuves. Si un livre est toujours utilisé en activité aujourd'hui, sert de support d'apprentissage, c'est que le message qu'il véhicule a une vraie valeur par rapport à un roman qui va sortir et qui sera oublié à un moment donné. Donc la technique traditionnelle, les anciens sont pas débiles, ils nous ont transmis un savoir. Alors ce savoir, il est transmis de façon plus ou moins imparfaite, il y a des choses qui sont oubliées. Moi, j'ai retrouvé des applications de combat en me basant sur la réalité, c'est-à-dire en allant voir des lutteurs, en allant voir des boxeurs et comprendre que par rapport au timing, par rapport à la situation entre un boxeur et un lutteur, bah, il y avait ce mouvement qui prenait vie et de ce coup, il éclairait complètement le mouvement stéréotypé du kata. Alors que dans le petit univers, le petit microcosme du karaté et l'art de la façon dont il était transmise, et ben, les gens avaient complètement oublié ça, parce qu'on était sur un truc rigide, etc. Voilà. Donc il faut savoir effectivement faire la part des choses entre le côté, l'essence de la tradition et non pas le décorum, comprendre qu'on a, comment dire, une pédagogie, une transmission qui est plus ou moins valable en fonction de ceux qui transmettent. Il y a une évolution de l'art aussi également qui peut être perturbée par le contexte, et puis plus on est refermé sur soi, plus on est centré sur un système, si tu veux, et la vie, bah, c'est un système beaucoup plus large, donc il faut savoir ouvrir un maximum. Et donc pour en revenir
à l'enseignement traditionnel, c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est l'enseignement qui est véhiculé par les anciens, et c'est pas seulement forcément japonais, ou c'est pas limité à même une centaine d'années, il y a une forme d'énergie, une forme d'essence qui est véhiculée, et dans le monde ancien, on va dire, les gens sont pas fous, mais ils ont une lecture qui est multiple, c'est-à-dire que l'on va trouver un enseignement sous forme de millefeuille. Par exemple, un kata, ça sert à faire plein de choses différentes. Et j'aime toujours cette analogie. Un kata, c'est comme un couteau suisse. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils dans le couteau suisse et ces outils sont utiles. Maintenant, si on utilise le tire-bouchon pour couper la viande, ça va être compliqué. On va pas obtenir réellement ce que l'on veut obtenir. Maintenant, on va dans le couteau suisse utiliser la lame. Ça va être une lame qui va être utile, mais elle sera beaucoup moins puissante qu'un couteau de Rambo, par exemple, puisque l'outil sert à faire plein de choses. Donc, il faut savoir faire le tri entre tout ça. Et encore une fois, comme je le disais au début, ça a trait à l'ego. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut savoir vider sa coupe pour la remplir, se mettre dans le système pour essayer de goûter le message qui veut être véhiculé, faire des recherches en parallèle par rapport à cette notion de tradition sans perdre le fil. Art martial, il y a évidemment une dimension spirituelle, mais à la base, c'est un truc très factuel lié au combat et à la survie en situation de confrontation. Et ensuite, conserver son esprit critique, justement, pour pouvoir réinventer les choses, en conservant l'essence. C'est ça qui est important. C'est réinventer les choses, c'est pas mettre un nouveau nom marketing pour rameuter les foules ou changer la couleur enfin voilà, non, c'est essayer de conserver l'essence et de comprendre ce que c'est que la tradition à travers l'art martial. Voilà. Et puis après, effectivement, une fois qu'on a un certain niveau de compréhension, un certain niveau de pratique, eh bien, on est à même de réinventer en respectant cette filiation quand même pour apporter à sa petite mesure, on va dire, l'enseignement et continuer à être le transmetteur, on va dire, la courroie de transmission. Voilà. Alors Jean-Baptiste, je sais que tu as beaucoup à dire. Absolument. Déjà pour revenir sur le début de ta question, quand j'ai commencé j'avais 13 ans, donc je n'étais pas en mesure de me dire tiens ça je peux l'améliorer ou je ne peux pas l'améliorer, même si j'ai souvent senti des décalages. Moi je suis d'une nature très curieuse, de fait j'aime apprendre beaucoup de nouvelles choses. Et donc l'image qu'Emmanuel donnait sur la coupe, c'est une image que j'utilise souvent avec mes élèves, c'est-à-dire je vais dans un stage, je découvre un autre enseignant, je vide mon vase à l'entrée, je le remplis avec ce qui m'est apporté, et puis je remettrai dans la coupe commune, si je puis dire, une fois de retour à la maison, où je serai amené à faire le tri. Donc ça c'est le premier élément. C'est vrai qu'il est essentiel de pouvoir être ouvert et malléable, de manière à pouvoir être en capacité d'intégrer en fait ce qui nous est transmis et de comprendre. C'est peut-être quelque chose qui est très insuffisamment mis en évidence dans nos disciplines d'Extrême-Orient et notamment japonaises, c'est-à-dire la compréhension de ce que je fais. Il faut la sensation et il faut la compréhension. Ce n'est pas qu'un processus intellectuel. Alors, les deux termes qui ont été employés et par Areski et par Emmanuel, c'est conservateur et conservé. Et je pense en fait qu'ils sont beaucoup moins conservateurs qu'ils ne le signalent là, dans le sens où, dans la manière dont vous avez abordé ces notions-là, il y a l'idée de préserver un héritage et de retransmettre quelque chose qui nous a été donné, offert. Et alors, j'adhère complètement à cette idée. Mais vous-même, dans votre travail, vous avez amené des évolutions. Et de mon point de vue, la tradition, c'est ça. C'est-à-dire la tradition est vivante, en fait. La tradition, ce n'est pas un dogme. Nous recevons quelque chose, nous le comprenons d'une certaine manière, et puis nous allons y apporter nous-mêmes notre touche. Et si je prends l'exemple d'une figure importante et très conservatrice, Maître Funakoshi en personne, il écrit lui-même dans son autobiographie qu'il est tout à fait normal de faire évoluer et changer les katas en fonction de la personnalité des experts, des découvertes, etc. etc. Et de fait, si l'essence de ce qui nous a été transmis et préservé, vous avez vu, j'ai pas employé le terme conservé, si l'essence est préservée et qu'on amène une évolution pour faire grandir en fait cet héritage, je pense qu'on est dans la droite ligne de ce qui a été apporté, et c'est fondamentalement martial. On n'a plus personne aujourd'hui qui se bat en armure avec des arcs et des haches sur un champ de bataille. On utilise des tanks, voire même aujourd'hui des drones. Donc en fait, l'évolution de la technique
pour servir un projet ou une formation de combat, et en fait est dans l'ordre naturel des choses. Alors ça, c'est pas une analyse que j'étais en mesure de mener quand j'étais adolescent, voire même jeune pratiquant, ou même jeune ceinture noire. Par contre, j'ai toujours senti des décalages entre effectivement ce que je pouvais lire dans des ouvrages d'experts, ce que je pouvais voir dans des stages. Alors si je donne l'exemple de films, là on va partir sur autre chose, mais en tout cas, il existe beaucoup d'outils pédagogiques. Et j'ai rapidement compris que ça venait parfois aussi des insuffisances de professeurs, voire là des insuffisances de la formation fédérale. À partir du moment où les professeurs eux-mêmes ne savent plus pourquoi ils font les choses, ça c'est quelque chose qu'Areski a abordé, et Emmanuel aussi, c'est la question centrale de mon point de vue. Elle est philosophique, hein, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je répète ce mouvement de telle ou telle manière? Si on perd le sens du pourquoi et qu'on est simplement dans une répétition et qu'on ne met plus les choses en perspective, à ce moment-là, non seulement on enseigne quelque chose qui est faux du point de vue du combat, qui est toxique parce qu'on enferme les gens dans des croyances, mais en plus on perd même le fil de cette tradition-là. Alors je reprends l'exemple du Manji-uke par exemple, hein, qu'effectivement on va retrouver dans les katas. Bon, quand on voit encore, on fait Geden Barai avec l'avant-bras bien puissamment sur le tibia de devant, tout en arrêtant le Oizuki, bien entendu, de l'agresseur qui est derrière et qu'on ne regarde pas, on peut fondamentalement se poser la question de pourquoi réellement on fait répéter ce genre d'absurdité, parce que je pense qu'il faut dire les choses clairement. Ça vient du fait que je pense beaucoup de professeurs n'ont pas d'expérience du combat en dehors d'un cadre qui est très précis, celui soit de la compétition en karaté qui relève du jeu d'opposition ludique, mais qui est très très éloigné d'une situation de combat réel, soit qui sont enfermés dans une méthode qui est outrancièrement académique, dans une pratique qui a été outrancièrement formalisée. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, c'est mon côté universitaire, mais si je sors un peu du côté karaté, je pourrais presque paraphraser Robespierre en disant que le conservateur et le néo-progressiste ont également des torts à mes yeux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment que tout ce qui a été fait est fondamentalement bon et on ne doit pas le toucher. Ce n'est pas ce que vous dites. Et d'autres qui vont partir du principe que tout ce qui est ancien est fondamentalement réactionnaire et donc il faut prendre le papier, le déchirer, balayer ce qui a été fait auparavant. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, on s'enferme dans un excès. Il faut pouvoir préserver, transmettre, passer par un apprentissage dans l'écoute, le silence. Je suis très sensible à cette dimension spirituelle, formation intrinsèque en fait, de formation de l'homme, où on forge la conscience, on forge l'esprit, on forge le corps, et en même temps être en mesure d'amener des évolutions pratiques, parce qu'il ne faut pas oublier que nos disciplines, et notamment lorsqu'il s'agit des disciplines du Japon, ont une culture qui est fondamentalement féodale, et qu'il y a quand même cette espèce de pyramide avec le shogun, les vassaux, et cette manière de répéter les choses a aussi pour objectif de préserver l'autorité et le pouvoir de celui qui les détienne. Je caricature un petit peu dans le cadre contemporain, c'est un professeur qui va être, je sais pas moi, 6e, 7e, 8e, 9e dan, et son premier assistant en est encore au 2e. Alors qu'il aurait déjà pu avancer dans les grades. Mais il faut savoir dire à l'assistant qu'il reste l'assistant. Si je vais dans un extrême un peu plus poussé encore, c'est toutes les absurdités autour des frappes à distance, où tu vois des élèves qui sont complètement sous emprise de leur sensei et à qui on fait faire n'importe quoi sans même les toucher, où tu vois les élèves, parfois même des experts, qui ont des convulsions, qui bavent presque, alors qu'on leur a juste fait de la gesticulation de cette manière-là. C'est intéressant d'arriver à trouver cet équilibre, me semble-t-il, entre je transmets quelque chose qui a été donné, je le regarde à la lecture de l'expérience, j'amène les évolutions nécessaires lorsque cela me semble nécessaire. C'est pas parce qu'on a pratiqué la saignée il y a 2 ou 3 siècles qu'on peut se dire aujourd'hui, tiens, je vais soigner la fièvre en faisant une saignée. Ça n'aurait pas de sens. La médecine, la recherche a amené de nouveaux mécanismes de compréhension, à réviser, tiens, ça c'est un terme qui est piégeux. En histoire, nous sommes tous révisionnistes. On confond souvent révisionnisme et négationnisme. Le principe de l'historien, Gabriel, tu le sais bien, c'est quand tu fais de la recherche, tu regardes ce qui a été écrit, ce qui a été fait, et puis par le biais de nouvelles découvertes ou de nouvelles questions, tu vas pouvoir confirmer, confronter, contredire
des travaux qui sont plus anciens et parfois même on ne peut pas trancher. Bon, dans le cadre de l'art martial, et je finirai là-dessus pour ne pas me monopoliser la parole, on peut se demander, est-il réellement utile de faire sur un cours 45 minutes de Kyon où tu demandes à tes élèves de faire du Oizuki, Ageuki, Oizuki, Ageuki, Oizuki, sans ne jamais les mettre en situation d'opposition et en sachant que, une fois encore, je ne suis pas fondamentalement contre le Kihon, à partir du moment où on se rappelle l'objectif du Kihon, c'est-à-dire le travail des enracinements. Et l'enracinement, c'est pas seulement quelque chose de physique ou de purement technique. Je suis pas contre le travail de la forme. Miyamoto Musashi, quand tu lis le traité des 5 roues, la forme pour la forme, il en a rien à faire. C'est même, de mon point de vue, un iconoclaste et qui va jusqu'à expliquer que quand tu expliques à tes disciples qu'il faut placer le petit doigt comme ci plutôt que comme ça, en fait, tu n'es qu'un charlatan qui cherche à appâter le chaland. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a créé son école et dont on peut pas dire que ce soit une espèce de vague pot pourri où il suffit juste de balancer les bras pour travailler avec un sabre. Il y a une démarche, il y a une structure technique, mais il n'y a pas un dogme verrouillé. En karaté, on va enfermer les gens pendant des années sur... Alors on fait du Kihon, on fait du Goron Kumite, on fait du Sanbon Kumite, on fait des Heian. Tiens, pertinence de ces katas. Pertinence des katas Heian ou Pinan. Et je parle en plus d'une tradition qui a tout juste un siècle. Donc là aussi, il faudrait s'entendre sur le terme de tradition. Toute tradition a été à un moment une nouveauté. Et toute nouveauté est amenée à être dépassée par autre chose. Et en sachant que ce qui est nouveau n'est pas forcément mieux. Parfois même, ça peut être l'inverse. Et donc, on voit qu'on est en permanence dans des répétitions de schémas qui sont souvent verrouillés. Tu as même des experts qui vont te dire non, le kata c'est de telle manière et c'est pas de telle autre. Il y a quelques années, quand je préparais mon 4e dan Japon, j'étais sur le kata Shinte et donc sur mon dernier Tatetsuki, donc je marquais le Tatetsuki et après mon Tatetsuki, je revenais comme ça. Et donc l'expert avec qui je travaillais, il me dit ah non mais il faut que tu reviennes tout de suite derrière. Ah bon d'accord, ok très bien. Pourquoi? Et oui, parce que sinon tu vas prendre un coup de shinai. Alors en fait, il m'expliquait que lui, il avait travaillé de cette manière-là avec un expert qui, s'il est resté sur place, lui mettait un coup de shinai sur la tête, donc il fallait absolument revenir en arrière. En fait, peu m'importe que tu restes sur place ou que tu reviennes tout de suite, la question fondamentale pour moi n'est pas là. La question fondamentale, elle est de ce qu'on enseigne à l'élève. Et où tu as des gens qui sont tellement verrouillés dans des dogmes qui vont t'expliquer que Kanazawa, par exemple, dont on a dit qu'il était le pape du Shotokan, ce qu'il faisait, c'était pas du Shotokan. Kanazawa qui a été accusé de changer les katas. On parle pas d'un vague voyageur du karaté, non, on parle de quelqu'un qui a amené des évolutions fabuleuses sans tout démolir, en fait. Bon, quand tu as des gens qui en arrivent à dire que Kanazawa fait pas du Shotokan ou fait pas du karaté, sous prétexte qu'il a amené justement les éléments de son taïchi qui ont nourri son karaté, je pense qu'il faut là aussi être humble et arriver à se dire, et je partage tout à fait cette préoccupation-là d'Areski et d'Emmanuel, être humble et savoir rester à sa place en se disant, j'ai beaucoup de choses à apprendre, et avoir aussi la conscience de se dire que ce qui a été fait peut être amené à évoluer et que parfois nous faisons des choses que nous avons perçues d'une certaine manière et que nous retransmettons sans les avoir complètement comprises. D'où des schémas d'erreur qui peuvent se répéter. Bon, on n'a pas précisé que Jean-Baptiste et moi-même sommes historiens, donc, et surtout, moi je suis spécialisé dans l'histoire des arts martiaux, donc bon, on en connaît un rayon sur le sujet. Et il y a un truc sur lequel je voudrais tous vous faire rebondir, c'est sur les formations. Alors c'est bien parce que vous êtes tous plus ou moins touchés par les formations, qu'elles soient fédérales ou pas d'ailleurs. Parce que quand on parle de transmission, quand on parle d'héritage culturel ou d'héritage martial, on en revient toujours à la question de la formation. Comment sont formés les professeurs et comment eux-mêmes vont former les gens. Alors, vous avez tous écrit des bouquins. Areski Uzrut et Emmanuel Ackerman, vous avez écrit chez Budo Édition. Jean-Baptiste Chiki Budget a aussi écrit un ouvrage. Et vous parlez tous de transmission, de formation, de comment on apprend les choses. Et moi, j'ai tendance à penser que ces livres, en fait, viennent là pour combler un manque. Le manque de formation réglé par l'administration qui est normalement chargée de faire les formations. Alors Areski a longtemps travaillé, faire évoluer ses formations, c'est pas gagné d'ailleurs, parce que c'est malheureusement, c'est malheureusement, on a tous des influences qui sont limitées par notre zone géographique d'influence. Et en réalité, moi je voulais demander en premier à Areski, comment tu vois l'évolution des formations en lien avec ce que tu as écrit par exemple,
dans les prochaines 10 ou 15 années? Est-ce que ça peut aider le karaté justement à sortir du moule? On en a beaucoup parlé dernièrement. Oui, la formation, c'est un thème central. Pour revenir à la formation fédérale en ce qui concerne le karaté, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de contenu fixe. Voilà. En fait, il y a un soi-disant cahier des charges, mais il est tellement vaste, on y met ce qu'on veut. Voilà. Donc du coup, moi personnellement, j'ai mis ce que je voulais. Et en fait, il n'y a pas de... Voilà. La façon d'enseigner dans une école des cadres fédérale, ça va dépendre du responsable de la formation et des personnes avec qui il s'entoure. Voilà. Personnellement, j'ai suivi la méthodologie que j'avais apprise avec Gérard Chemama et Henri Herbin, qui à l'époque s'occupait du département formation de la fédération. Le futur de la formation, il faudrait former les formateurs aussi. Les formateurs, ils ont besoin de formation. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui donnaient une ligne directrice, qui posaient des principes, qui posaient des jalons, et que j'ai ensuite moi-même approfondi et développé. Je suis aussi éducateur. L'éducation, la transmission, tout ça, ça me touche. C'est un peu mon ADN. La formation, elle est importante non seulement dans le cadre de la formation des professeurs, mais elle est aussi importante dans la formation des jurys d'examen de grade, harmoniser des critères d'évaluation. Mais pour l'enseignement, aujourd'hui, je vois que dans certaines écoles des cadres de la Fédération française de karaté, on fait appel à des formateurs d'autres disciplines, comme le handball, ou voilà, des gens qui sont imprégnés d'une pédagogie. Et ce qui est intéressant quand on fait appel à ce genre de personnes, c'est que justement, elles ne sont pas omnibulées par la technique, puisque de toute façon, elles ne connaissent rien en karaté. Elles sont juste sur le plan pédagogique. Elles transmettent des méthodes d'enseignement qu'après, chacun peut se réapproprier. Voilà. Donc, c'est très intéressant de s'enrichir, effectivement, des avancées des autres formateurs et des autres disciplines. Le souci, en fait, c'est le système en lui-même. Il y a un système et puis il y a des individus. Et depuis le Moyen-Âge, on a défini, notamment au niveau universitaire, qu'il faut des qualités pour être enseignant, mais il faut aussi des qualités pour être élève. Moi, quand j'ai pondu mes ouvrages, je les ai pas... Déjà, j'écris les livres pour moi à la base, parce que je fais une recherche, donc ça me permet de synthétiser mes idées. Ensuite, je propose ma vérité, qui n'est pas forcément celle d'un autre. Et quand j'enseigne, j'utilise l'art martial comme un support. Moi, j'ai pratiqué le karaté, mais jiu-jitsu brésilien, judo, boxe, enfin voilà. Donc, je suis pas sectaire par rapport à ça. Ce qui m'intéresse, moi, et je me méfie, comme disait Jean-Baptiste, du moule qu'on érige en dogme. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser une méthode, et dans son essence, pour pouvoir libérer l'individu. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour faire des robots, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je rebondis sur ce que tu dis. Pour moi, il y a un problème donc, par rapport aux individus, mais aussi un problème de système. Parce qu'on arrive à un truc qui est hyper sclérosé, dans le sens où c'est du business. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est du business, on maintient la hiérarchie. Moi, je peux me permettre de dire ça, parce que je suis affilié à rien. De toute façon, j'ai toujours été un peu électron libre. Donc, je suis rentré, mais je peux sortir aussi. Et je vis pas de ça, donc je le dis très clairement. J'ai un copain qui a été champion du monde de karaté, je vais taire son nom parce que voilà. Il me disait, il était en froid à un moment donné avec le président de la Fédé, et il dit, mais attends, on envoie l'autre là faire des stages, on apprend enfin il va faire bouger à l'autre bout du monde les mecs, alors que bon voilà, il met son kimono une fois tous les 36 du mois. C'est à des mecs comme moi de pouvoir apprendre comment on met un tsuki dans le bon timing, etc. Il a entièrement raison, seulement ça n'arrivait jamais parce que de toute façon, il avait été écarté du truc. Moi-même, à un moment, j'étais quand même le premier, je pense en France, dans les années 2000, à lancer cette discipline mi-fitness, mais qu'on connaît maintenant sous le terme body combat. C'est pour ça que je sais, quand je vous dis qu'il y a un problème avec les individus et un problème avec le système. À l'époque, quand j'ai fait le salon du fitness en l'an 2000, mon ouvrage était en gestation, mais je proposais des formations pour que justement les profs d'arts martiaux et les profs de fitness éventuellement puissent mettre en place ce genre de discipline qui était complètement nouvelle. Voilà, moi j'étais allé aux États-Unis, je m'étais inspiré de ce qui se faisait là-bas, et avec la pédagogie fitness, parce que j'ai double casquette, j'avais mis en place un truc voilà, qui tenait la route. Et j'avais des gens en face de moi qui me disaient ouais, mais est-ce que t'as pas un programme tout fait parce que je suis pas créatif? Je dis bah ouais, mais attends, l'idée c'est de te libérer justement. On travaille un petit peu, apprends la méthode et ensuite, bah vas-y, fais ton truc, crée tes propres enchaînements, machin. Donc en fait, j'avais des gens en face de moi, pas tous, hein, mais il y en a qui me disaient
Il me faut un programme tout fait. Bon, ok, voilà, donc on a le premier problème. Ensuite, par rapport aux fédérations, le système de la fédération. À une époque, on m'a proposé, on m'a fait entre guillemets miroiter le fait de faire des stages au niveau de la fédération pour proposer cette discipline. Je suis quand même bien placé pour le faire. J'avais donné tout le matériel pédagogique. Je faisais des DVD à l'époque, livres, etc. Et ben, c'est pas moi qui ai été pris. Pourquoi? Parce que je fais pas partie du sérail. On a mis un ancien champion, machin, ou un copain pour faire. Alors, tant mieux, mais bon, c'est comme ça pour tout, en fait, si tu veux. Donc, en fait, on a un système qui est sclérosé. Je vais pas remettre en question le fait qu'on fasse venir tel maître, etc. Mais c'est toujours les mêmes qu'on va voir. Et quand je parlais de tout à l'heure des katas qui sont et des systèmes, c'est le système karaté, il y a le système vie autour. Donc on a des gens qui sont dans un système karaté, ils n'ont jamais vu autre chose, ils n'ont jamais fait un combat dans d'autres disciplines, ils ont que cette vision-là. Et en plus, le système dessus les empêche de voir autre chose parce qu'il faut rester dans si tu veux, dans l'échelon. Il faut pas trop sortir un petit peu du cadre parce que tu vas heurter un tel ou un tel et tu pourras plus faire le stage, machin, etc. Donc forcément, on arrive à un truc qui est à la fois sclérosé et tu rajoutes des individus à la base qui n'ont pas cette curiosité d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour comprendre, machin, et on est tous dans un système, j'ai envie de dire, à la con, comme ce que disait Jean-Baptiste, on balance une boule de feu à 3 mètres et le mec il fait des trucs. Et dans le karaté, c'est pas ça, mais ça s'apparente à ça quelque part, où on voit encore des trucs hyper rigides et qui n'ont rien à voir avec la vie. Voilà, je suis désolé, moi j'ai fait des stages avec plein de monde, je me suis jamais limité, et j'ai connu ça moi-même en Lorraine à une époque où il fallait pas aller faire un stage avec un tel parce que ça heurterait les mecs de la Fédé. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je vais voir un tel parce que je sais qu'il va m'apporter quelque chose. Voilà, je vais voir Bob Breen parce que pour moi, c'est un gars qui est très bon au niveau du couteau. Je vais pas aller voir un Gugus de la fédération qui va m'expliquer en faisant un Oitsuki avec son couteau, un truc stéréotypé. Je vais perdre du temps. Et j'ai fait des stages avec des maîtres, entre guillemets, X Dan. Je me suis emmerdé. Voilà, et je peux le dire aujourd'hui, après avoir souffert, après avoir écrit des bouquins, si toi ça te va bien, moi 3 heures là-dedans, non, je perds du temps. Voilà. Alors je me permets d'être vindicatif par rapport à ça, parce que on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'éducatif. Ok, c'est un éducatif ton truc? Oui, non, incapable de me le dire. Et derrière, si c'est lié à du combat, non, je suis désolé, non, je le mettrai pas en pratique, parce qu'en plus je me mets en colère, parce que ton machin, il met en danger le mec qui l'applique. Donc là, je suis pas d'accord. Donc tu peux afficher n'importe quel Dan, j'en ai rien à faire. Ton truc, ça vaut rien. Donc il faut être clair, il faut être cohérent. Et aujourd'hui, on peut pas se permettre d'être dans un système sclérosé parce que les gens vont voir ailleurs, tout simplement. Ils sont pas débiles. En plus, tu mets une vidéo YouTube, tu vois un tas de démonstrations, machin. Bon, il y a des choses qui passent plus, je veux dire, tout simplement. Alors après, je me dis, c'est pas évident aujourd'hui d'être un gars qui débute parce que tu vas avoir plein de vidéos un petit peu qui te mettent de la poudre aux yeux, etc. C'est difficile de faire le tri. Moi, quand on me demandait qu'est-ce que je pratique comme art, je te dis, va voir la personne déjà, voilà, c'est tout. Il faut que tu te sentes bien, il faut que tu sentes la personne avec qui tu vas travailler, il faut que tu sentes bien le groupe dans lequel tu vas t'insérer, et puis après sur la base de quelles sont mes affinités, plutôt pied-point ou plutôt contact, fais du judo ou du karaté ou de la boxe, machin, teste et tu verras, et après fais une recherche. Surtout, faut être proactif, faut pas prendre pour argent comptant, faut se laisser endormir parce que le dojo il est juste en bas de chez moi, ou alors je me mets dans un système parce que j'en tire des prébandes, des grades, des machins, etc. Et puis je suis dans mon petit microcosme, voilà, je fais pas trop de vagues, je grimpe, voilà, c'est un truc. Alors après, chacun son délire, hein, je veux dire, chacun son truc. Moi, ça n'a jamais été le mien. Je veux dire, voilà, c'est ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ma recherche, et puis d'être cohérent par rapport à ce que j'estime être dans le vrai, tout simplement. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, sur briser ces systèmes un peu sclérosés, un petit peu à base de clientélisme. Et puis, l'individu en lui-même, effectivement, il faut qu'il ait envie de chercher, de remettre en question les choses et de s'enrichir un peu partout. Je crois qu'on a tous, un peu le même avis depuis qu'on a tous lu un très bon bouquin écrit par Bruce Lee qui s'intitule « Ma méthode de combat ». Moi, c'est exactement ce que vous avez dit. J'avais ça comme idée en tête quand j'ai commencé le karaté. En fait, moi, j'ai commencé par la boxe anglaise. D'ailleurs, j'ai le t-shirt Everlast encore. J'ai commencé par la boxe anglaise, et donc au début, j'avais une idée des arts martiaux traditionnels qui était vraiment, on peut pas dire positive, voilà.
Et j'ai quand même fait du karaté parce que justement il faut savoir vider sa coupe, il faut savoir apprendre. Ça m'a quand même plu et je me suis dit ok, on va quand même se lancer un peu dans le karaté, mais toujours avec l'idée qu'il y a des trucs... Moi là, en ce moment je travaille pour un prof de boxe anglais, je lui ai fait ça comme. Moi je suis à Nice et il y a un club qui s'appelle le Pugilist Club Niçois, un très bon club de boxe, et je leur fais leur com en ce moment. Et donc je vois comment ils s'entraînent les gars. Mais je connais bien les clubs de karaté de ma région, hein. J'ai écrit un bouquin sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, je les connais tous les gars. 99%, ils passent pas le premier round contre un gosse de 16 ans qui a fait 2 ans de boxe anglaise. Mais ouais, quand je dis 99%, c'est peut-être plus. Et quand je dis qu'ils passent pas le premier round, c'est pas que ils passent pas, c'est même pas qu'ils tombent KO, c'est qu'ils ont même pas le cardio la plupart. Ils passent pas le round. Donc quand j'avais vu le karaté au début, je m'étais dit... Parce que moi, j'ai toujours eu, je pense, un esprit critique, un peu comme Jean-Baptiste. Je sais pas si c'est les historiens, on est comme ça par nature. Mais dès le début, je m'étais dit, mais attends, comment se fait-il que ces gens-là, ils font parfois 10 ans de sport de combat ou d'arts martiaux, et en fait, en combat propre, ils sont nuls, quoi. Ils sont vraiment, c'est terrible. Et j'avais donc le bouquin de Bruce Lee à l'époque. C'était le premier bouquin sur lequel avait travaillé Thierry Play, d'ailleurs, la méthode de combat de Bruce Lee. J'avais l'ancienne version, la version jaune, là. L'intégrale qu'on a tous eu, je pense. Et effectivement, il fait une critique assez sévère des systèmes établis, de l'influence des professeurs qui font commerce de leur art, un peu comme Musashi d'ailleurs, dont on a parlé. Mais il faut quand même reconnaître au karaté 2 choses. Moi, je suis très critique. On a fait une vidéo avec Jean-Baptiste où on a dégommé les systèmes de formation de la fédération. Moi, je le vois dans le sud parce que c'est une catastrophe. C'est un simulacre de fédération. Mais il faut aussi dire 2 choses. Il y a par endroit des gens, malheureusement, c'est pas un système global, mais il y a des individualités par endroit en France qui font que le système va mieux. Bah, il y a Areski, par exemple, en région parisienne, mais pas que. Moi, j'ai rencontré quelques formateurs qui étaient vraiment très compétents. Bah, on a parlé, par exemple, de Gérard Chemama. Ça a été le premier à vraiment mettre en place une pédagogie raisonnée pour le karaté, pour les arts martiaux de percussion. Ça existait aussi pour le judo, d'ailleurs. Moi, je travaille sur le judo en ce moment. Mais il n'y avait pas de système bien construit, bien formaté. En fait, ça dépend beaucoup d'individualités ponctuelles. Il y en a un dans telle région, un à tel endroit, un à tel truc, et il n'y a pas de système vraiment cartésien formaté à propos de la formation. Mais c'est ça le truc, c'est pas le système justement, il faut revenir à l'individu. C'est l'individu qui prime sur le système. Moi, si je vais m'entraîner, je vais pas en bas de chez moi, je vais voir telle personne. Parce que je l'ai sourcé, ou alors je vais dans tel club parce que même si l'enseignement va être moyen, je sais que je vais tirer une langue comme ça parce qu'il y a des mecs qui tiennent le pavé. Je ne vais pas m'emmerder pendant 1 heure à faire des trucs, des mouvements avec... C'est vraiment ce que disait Bruce Lee, c'est-à-dire que l'individu prime sur le système. Et ce que Jean-Baptiste avait dit tout à l'heure, c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'en ce moment, depuis quelques années, il y a un problème dans les formations fédérales, parce qu'en fait, les individus qui font des formations, moi je le remarque dans le sud, mais je sais pas comment c'est ailleurs, mais très souvent ils ont pas de pérennité, c'est-à-dire que la fédération, ou les fédérations, d'ailleurs c'est pas que le cas dans la fédération française de karaté, c'est le cas dans d'autres fédérations, ne leur permettent pas d'asseoir un enseignement qui puisse évoluer dans le temps. Très souvent, les formateurs font leur formation l'année A, l'année A+1, soit c'est un autre formateur, soit on lui demande de refaire la même formation sans lui demander d'évolution ou d'aller plus loin ou de faire quelque chose de mieux, etc. Et en fait, il n'y a pas de système périn d'organisation. Alors, dans des endroits comme par exemple, vous connaissez tous Roland-Bersetzer, dans les endroits comme Strasbourg, autour de la région strasbourgeoise, il y a eu son centre de recherche du budo qui a permis à un certain moment de faire évoluer certaines choses. Mais c'est des ponctualités comme ça, et puis c'est sur quelques années, quelques dizaines d'années, puis après, quand le gars part à la retraite, bah il n'y a pas de successeur, ou ça tombe en désuétude, et en fait on repart de zéro continuellement, et donc il n'y a pas d'évolution possible. Qui dit système, dit politique derrière, et donc tu as un problème politique. Alors après on peut disserter là-dessus, mais revenons au niveau de l'individu, au niveau du pratiquant, au niveau du gars qui veut se former, qui cherche une vérité, je veux dire, chacun la sienne, il veut être en meilleure forme, il y a une recherche spirituelle, il veut pouvoir tenir la route s'il se fait agresser, voilà, chacun sa vérité. À un moment donné, il faut sortir du système, il faut aller vers le gars qui peut t'apporter vraiment la chose. Et donc on a un problème de politique. Si tu restes dans le cadre strict de la fédération, de ce qui est servi, machin, sans chercher plus loin, sans aller vers la personne, et je dis pas qu'ils sont tous nuls, au contraire, moi j'ai
j'ai rencontré des gens incroyables, mais il faut savoir faire le tri. Il y a des gens, je n'ai pas envie d'aller en stage parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc, il y a ce problème politique. Il y a un manque d'ouverture parce que par clientélisme, on va effectivement structurer le truc. Après, dans ma critique, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a une solution à ça? Je ne sais pas, je ne pense pas finalement, parce que l'humain est comme ça. Donc il faut bien distinguer les deux, la pratique, le pratiquant, son évolution personnelle, de façon qualitative et non pas, on va dire, sociétale. Hein. Comment je vais grimper dans la hiérarchie d'une fédération, par exemple. C'est deux choses différentes. Et effectivement, favoriser, parce que tu parlais de Roland Aberzetser, mais lui, il est sorti de la fédération depuis très longtemps, par exemple. Moi, j'ai toute une partie de ma vie que j'ai fait en Lorraine. On avait Gilbert Grus, qui est quand même un monsieur du karaté. Voilà. Bon, bah, à un moment donné, il a été exclu de la fédération. Donc, c'est des gens qu'on n'avait plus en stage. Alors, on l'avait à un moment donné, parce qu'il fallait absolument aller à ses stages, parce que voilà. Et puis, une fois qu'il était plus dans les petits papiers, on n'avait plus accès finalement à son enseignement, hormis par la voie privée annexe. Donc, je pense qu'en tant que pratiquant, parce que j'ai pas la prétention de résoudre ces problèmes-là, mais en tant que pratiquant, il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience qu'à partir du moment où on est dans un système, on a affaire à une politique, et c'est quand même des choses qui sont distinctes de ce que je ressens moi en tant que pratiquant, de ce que je cherche. Voilà, si c'est pour grimper dans la hiérarchie, ok, mais après, est-ce que en tant qu'individu qui veut me former, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'aille voir, je sais pas moi, faire tel stage de boxe ou boxe thaï pour apprendre autre chose, tu vois, plutôt que de rester dans le cadre fédéral, voilà. Donc je pense qu'il y a forcément un manque d'ouverture parce que c'est structuré, c'est hyper structuré et c'est inhérent à tout système de toute façon. Moi je fais quand même, j'ai toujours fait un peu la part des choses entre le politique et la pratique. La politique, bon, que ce soit au sein de la fédération ou au sein d'une société, il y a toujours des problèmes. Et effectivement, si on revient sur le cadre fédéral nous concernant, ce qui est dommage, c'est que la politique ne met pas en avant, et là je rejoins tout à fait Emmanuel, les gens qui ont des qualités, les gens qui ont des connaissances. Voilà, parce que moi j'ai toujours essayé dans la formation essayer de m'entourer de gens qui ont des compétences, que ce soit des kinés, que ce soit des préparateurs physiques, etc. Voilà, pour aborder des sujets que moi, je ne maîtrise pas. Et là, c'est effectivement, j'ai vu, aujourd'hui, par exemple, sur le plan pédagogique, on a dans la Fédération française de karaté, on a plein de gens qui ont fait des études de STAPS, qui ont des connaissances. Et, moi, j'ai même été amené à voir des gens qui étaient... dirais-je, responsables en STAPS des formations, etc., mais qui ne sont pas du tout sollicités par la Fédération française de karaté pour élaborer des programmes de formation, pour former des formateurs. Voilà. Donc on a des compétences, mais effectivement, comme dit Emmanuel, on ne va pas les chercher parce que ils ne nourrissent pas le système. Et au contraire, ils risquent de faire effondrer le système parce que ce sont des gens qui ont vraiment des compétences, voilà. Et on préfère garder le système tel qu'il est, voilà, juste à temps qu'il se nécrose. Je pense qu'on n'en est pas loin. Mais, on est au bout de la nécrose à mon avis. On en a parlé avec Jean-Baptiste la dernière fois là sur ma chaîne. On en a dit un mot. Je sens Jean-Baptiste en train de sauter sur sa chaise. Il trépigne là, il va en rajouter. Comme un cabri. Non, mais c'est vrai qu'on en a parlé et effectivement, on arrive au bout. En fait, le problème est le suivant. Pour être très sérieux et revenir sur les formations et sur le rôle des bouquins qui du coup pallient à ce manque, parce que c'est ça, ce qui se passe, c'est que vos ouvrages, publiés tous chez Budo Édition, sauf le livre de Jean-Baptiste, mais qui est plutôt historique. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Écoute, le prochain, avec plaisir. En fait, ce qui se passe, c'est que vos ouvrages font face à un manque, c'est-à-dire qu'il y a un manque de formation, il y a un manque de connaissances, même scientifiques, à propos de la préparation physique. On en a parlé avec Emmanuel Ackermann, à propos même des choses élémentaires d'anatomie. Donc en fait, on a des manques qui, normalement, ne devraient pas être là. La fédération existe officiellement depuis 1975. Bon, en réalité, il y avait déjà l'Union française de karaté dans le judo depuis 1960. Et encore avant ça, il y avait la Fédération française de karaté et de boxe libre dans Ripley, là. Donc si on remonte vraiment au début, ça date de 54, cette histoire. Depuis 54, putain, on est quand même en 2025. Il y a moyen, en 70 ans, de faire un programme
avec voilà, les formateurs doivent apprendre ça, ils doivent être choisis, surtout c'est ça la sélection des formateurs, ils doivent être choisis dans tel et tel système, soit universitaire, soit d'enseignement. C'est pas compliqué pour une fédé ou pour un organisme qui a 200 000 membres de trouver 3 toubibs, 4 kinés et des préparateurs physiques compétents pour faire une formation à Paris qui après puisse former des gens dans les régions puis dans les départements. C'est pas infaisable. Moi je vois la différence avec le judo, je suis désolé. Mais en judo, ça va quand même beaucoup mieux. Alors on peut critiquer la fédé de judo qui a aussi ses problèmes, mais les formations, ça n'a rien à voir avec le karaté. Posé en judo, depuis très longtemps. Ils sont beaucoup plus ouverts. Oui, oui. Et puis ils ont, bon, je vais pas revenir sur les différences entre le judo et le karaté, ça fera partie de ma thèse, mais ils ont un code moral, ils ont une vision des choses qui est différente. Moi, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste parce qu'il va nous faire un AVC là. Alors, je suis évidemment d'accord avec l'ensemble de vos propos, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons des regards qui se croisent vraiment entre Areski qui a des responsabilités et Emmanuel qui est en dehors de ce cadre-là. Et en plus, ils ont vraiment le souci du bien commun. Alors, former, ce n'est pas formater. Et là, c'est peut-être déjà là que le bas blesse dans certaines approches. L'homme de progrès travaille toujours à se perfectionner, c'est une vertu. La plus haute est d'initier les autres. Ce n'est pas de moi, c'est de Funakoshi. Et je pense que ça résume bien ce que doit être l'instruction de manière générale. L'instruction, l'éducation, ce sont des notions qui se croisent, qui ne sont pas identiques, mais qui se croisent. Et la formation, il leur revient à l'enseignant d'enseigner et à l'élève de s'élever. C'est pour ça qu'on l'appelle un élève. Quand on regarde sur les papiers la manière dont les formations sont pensées, c'est pas absurde. Alors il y a trop de niveaux de mon point de vue, mais ça permet de multiplier les marchés. Mais un niveau, disons, d'instructeur fédéral bénévole, et puis des diplômes d'éducateur sportif professionnel avec les DGEPS. Et de fait, c'est plutôt a priori bien pensé. C'est la pratique et la manière dont le système après se reproduit, si je puis dire, et les personnes qui alimentent le système parfois, qui viennent mettre en fait des coups de verrou là où il ne devrait pas en avoir. Mais dans une formation digne de ce nom, effectivement, on devrait pouvoir trouver de l'anatomie, de l'histoire, de la psychologie, des éléments de psychologie de l'enfant. Voilà, un enfant de 5 ans, c'est pas un adolescent de 14 ans. Et cela amène forcément dans l'approche, dans le type d'exercice qu'on met en place, des éléments différents. De l'histoire aussi, parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on fait du karaté, du jiu-jitsu et pas du full contact? Il y a cette donnée, disons, philosophique qui m'intéresse, et j'adore le full contact. Voilà, j'ai aucun mépris pour le full contact. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui font du karaté seraient inspirés d'aller se frotter à des gens qui font du full contact. Mais là, on comprend bien que je parle pas d'éléments purement techniques. Et à partir du moment où on s'entend sur le fait qu'un enseignant, quand bien même il est bénévole, doit avoir un certain nombre de prérequis, un minimum de prérequis sur ces différents éléments, on comprend qu'on ne peut pas le former en un week-end. Ça devrait sauter aux yeux. Alors j'entends bien qu'il est compliqué de demander aux gens d'avoir plusieurs moments, soit condensés, soit sur l'année pour pouvoir se former. Mais d'un autre côté, il faut aussi assumer les choix que l'on fait. Je veux être enseignant de karaté, d'aïkido, de yosekan. Je dois me donner le temps nécessaire pour me former, quand bien même il y a des systèmes d'alternance. Ça engage effectivement d'aller chercher, Areski et Emmanuel l'ont bien dit, les personnes compétentes, et c'est probablement là que le bas blesse en fonction des régions. Nous, dans le sud-est, sur l'ancienne Ligue PACA, nous avions quelqu'un d'exceptionnel pendant des années, avant qu'il ne prenne sa retraite. Et la politique qu'il avait mise en place, son diplôme d'instructeur fédéral était véritablement d'un niveau quasiment de brevet d'État premier degré. Les choses n'ont pas perduré de cette façon-là, et je pense que c'est justement parce que probablement, les organismes fédéraux, de manière générale, pensent leurs instructeurs comme de futurs VRP. En résumé, je pense que ça, c'est important. Recentrer sur des objectifs de formation précis, aller vraiment dans l'exigence sur les attendus, en allant chercher des gens qui vont pouvoir amener des compétences et des connaissances différentes, mais qui vont permettre aux stagiaires de ressortir en étant véritablement des enseignants, pas simplement des coachs, pas simplement des gens qui tiennent un club, même si ces données sont importantes, mais des gens qui sont des enseignants et qui vont permettre de développer effectivement une démarche qualité
Ceci étant dit, c'est très bénéfique pour une organisation fédérale, quelle qu'elle soit. Je vais revenir un petit peu sur les ouvrages, puisque c'est quand même ça qui nous réunit à l'origine. Les ouvrages qui se destinent aux formateurs ou à ceux qui sont simplement élèves et qui veulent apprendre plus, on en a vu ces dernières années un certain nombre apparaître, en particulier grâce à Areski Uzrut d'ailleurs, parce que faut quand même signaler 2 tomes assez volumineux qui sont dans ma bibliothèque. Et ces ouvrages-là, en fait, ils font pas que pallier, à mon avis, à ce manque des fédérations. Je pense que intrinsèquement, quand on apprend un art martial, un sport de combat, ou même quel que soit le sport en réalité, même un mec qui ferait du baseball ou du foot, il a envie d'en savoir plus sur sa discipline. Moi, j'ai des frères et ils sont plus dans le foot que dans les arts martiaux. Et ils ont des bouquins sur le foot. En fait, on aime tous lire sur nos passions, sur les arts martiaux, sur le sport, quelles que soient nos passions. Et je pense que ces livres-là, ils font prendre conscience, pas seulement les livres d'Areski d'ailleurs, mais aussi les livres d'Emmanuel Ackerman et même l'ouvrage dont j'ai parlé de Gérard Chemama et Henri Herbin. C'est des livres qui font prendre conscience aux gens, quelle que soit leur fédération, même s'ils sont dans des fédérations genre UFOLEP ou FSGT, etc. C'est des gens qui prennent conscience qu'il y a un palier supérieur à atteindre. Je rappelle que pour les associations loi 1901, que sont les fédérations, en réalité, les formations, c'est quand même un truc dont il faut s'occuper et dont ils n'ont pas vraiment envie de s'occuper, parce que leur gros truc, c'est les compétitions, en réalité. C'est ça qu'ils organisent le plus. Et les formations, c'est un truc, c'est un boulet attaché au pied et qu'il faut traîner, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais exposé sur ma chaîne l'idée d'université des arts martiaux, avec Jean-Baptiste qui a participé à un épisode dernièrement. Donc je rappelle pour les auditeurs qui nous suivent, qui sont arrivés jusque-là, parce que ça fait quand même une bonne heure et demie qu'on est ensemble, je rappelle pour les auditeurs que vous êtes tous auteurs. Areski, je vais conseiller chez toi 2 ou 3 ouvrages qu'il faut quand même lire s'ils sont karatéka. Si vous avez entre la ceinture marron et la ceinture noire 8e dan, vous pouvez y aller. Parce qu'avant la ceinture marron, je pense que karaté nouvelle approche, c'est peut-être, je sais pas, tu me diras si je me trompe, mais c'est peut-être encore un peu tôt avant la ceinture marron. Mais pour ceux qui sont juste avant la ceinture noire, qui sont ceinture marron ou qui viennent de devenir ceinture noire, je pense qu'il faut foncer sur ce bouquin-là, Karaté nouvelle approche. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et aussi Karaté perfectionnement. Je pense que c'est les 2 bouquins essentiels. Et après, pour ceux qui s'intéressent spécifiquement au bunkai, là, il y a un volume énorme sur les bunkai. D'ailleurs, je rappelle que le même sujet est évoqué par Emmanuel Ackerman dans 2 ouvrages dont j'ai fait la présentation dernièrement, Bunkai Kata, donc il y a 2 volumes qui reprennent les bunkai. Et pour ceux qui s'intéressent un peu plus à l'histoire, je peux quand même conseiller, mais vous voyez, je suis pas sectaire, même si c'est pas chez Budo Édition, l'ouvrage de Jean-Baptiste, voilà. Voilà, est-ce que vous voulez chacun dire un mot de conclusion pour faire un peu de pub, parce que quand même, pour vos ouvrages, Areski, je te laisse commencer, tu es le doyen de cette réunion. Écoute, déjà ça a été un plaisir pour moi d'entendre et de communiquer avec Jean-Baptiste et Emmanuel. Je rejoins tout ce qui a été dit et chacun a présenté ses idées sous un éclairage très intéressant. Concernant les livres, je pense qu'effectivement, moi, l'expérience que j'ai eue quand j'étais formateur, c'est que les gens qui venaient se former pour être enseignants de karaté, ils n'avaient pas de culture littéraire, je parle en termes de karaté, ils n'avaient lu aucun livre, hein. Et je leur disais, mais attention, mesdames, messieurs, parce que vos élèves, eux, vont lire des livres, et ils vont en connaître plus que vous. Donc, il faut lire au moins 1 ou 2 livres de karaté, avoir au moins un livre sur l'histoire, un livre sur l'anatomie. Il faut se cultiver, quoi. Je veux dire, voilà, les formations peuvent faire des choses, peuvent donner un élan, mais on ne peut pas tout enseigner non plus dans un cours. Il y a des choses, si on veut aller plus loin sur le plan de la philosophie, par exemple, si on veut s'intéresser, il faut lire. Il faut lire, et même s'il y a des vidéos, non, la lecture ne remplace pas les autres médias. Voilà, donc achetez des livres, lisez-les, et échangez par rapport à ce que vous avez lu avec vos camarades ou sur Internet, parce que maintenant il y a beaucoup de forums, c'est très intéressant. Ouais, je vois que Jean-Baptiste est d'accord. Jean-Baptiste ? Oui, absolument. Le livre rend libre et je pense que c'est un outil qui est formidable parce que quand tu lis un livre, et notamment quand il s'agit en plus de pratiques très concrètes, tu es à la fois en échange avec l'auteur et en réflexion personnelle. C'est-à-dire que c'est une conversation par procuration. Donc je pense que c'est essentiel.
Moi, ce que je constate, c'est que la pratique des arts martiaux et la réflexion autour de ces démarches-là, la philosophie des arts martiaux, ça amène quand même une forme d'émancipation, de libération. Tu travailles sur ta conscience profonde, tu travailles sur ta personnalité, tu te transformes. Je constate par ailleurs que moi, qu'il y ait beaucoup de femmes dans mes cours et beaucoup qui développent, au-delà de la puissance, et vraiment, vraiment de la puissance martiale, elles développent des positions qu'elles n'auraient pas développées, je pense, sans les arts martiaux. C'est-à-dire la capacité à s'affirmer dans un groupe, à s'affirmer dans un conflit face à un homme, etc. etc. Et donc ça, il faut pas, je pense, il faut pas négliger à la fois la pratique et la lecture. Et je conclurai en disant que je me tiens tout à fait à la disposition de Thierry Play et de Budo Édition pour proposer une réflexion littéraire autour de l'équilibre entre la tradition et la modernité. Très bien. Emmanuel ? Merci Je Gabriel. reviendrai à la formation traditionnelle et puis je mettrai en place un test de base, quoi. Le type qui n'a jamais lu un bouquin, mais il peut même pas rentrer dans mon espace de formation. C'est juste la base, quoi. Je dis, en plus, tu peux pas prétendre être prof sans avoir eu cette curiosité intellectuelle, et pas seulement intellectuelle, puisqu'on parle essentiellement d'ouvrages pratiques, là, je pense. Donc même si dans nos ouvrages respectifs, on va dire, on a une présentation historique, philosophique, etc. Donc moi, on place le contexte. On a quand même dans ces ouvrages des pistes techniques, on va dire, de développement, d'amélioration, que ce soit au niveau de la prépa physique. Enfin, c'est quand même des trucs fondamentaux, quoi. Fondamentaux. Quand on fait du combat en karaté, on travaille sur le cœur, donc il faut savoir de quoi il en retourne, comment on se prépare correctement au niveau cardiovasculaire, voilà, éviter les accidents, améliorer son cardio, des choses de base. Donc non, enfin, j'ai lisé des bouquins quand même, c'est quand même juste la base. Alors moi, ça m'a fait plaisir effectivement d'échanger. Alors ça a été chacun a fait un monologue. C'est vrai que si on s'était retrouvé dans une pièce, la conversation aurait été encore un peu plus animée, puisqu'on aurait, ça aurait été la disputation, quoi, le combat, chacun envoie son Tsuki, bloc, etc. Moi, j'aime bien ça, en fait. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Mais c'était un plaisir, effectivement, de pouvoir partager avec vous tous, là, ce moment. Un message, quand même, pour revenir à l'individu, voilà. Vous vous êtes inscrit dans un club, que ce soit du judo, du karaté, que sais-je encore, de la boxe, tout est bon au final, tout est bon. C'est que vous avez une demande quelque part, donc c'est un peu des auberges espagnoles, certains viennent pour se socialiser, d'autres pour apprendre à se défendre, d'autres pour s'affirmer, enfin il peut y avoir un mélange de tout ça. Ça veut dire que déjà à la base vous avez une curiosité qu'il faut nourrir, donc nourrissez-la par vos recherches, vous allez apprendre au-delà des dan, au-delà des styles. Il y a toujours des gens qui ont un message à vous transmettre, un petit truc, quelque chose qui va vous permettre de débloquer un savoir-faire, une compréhension particulière. Donc ça, c'est important. C'est en tant que Kyoku d'Okinawa, on dit qu'il faut conserver la chaleur sous le chaudron pour que l'eau reste bien chaude. Et bon, voilà, on est tous là après des dizaines et des dizaines d'années de pratique. Moi, j'apprends encore tous les jours et je me régale avec ça. Et donc, eh bien, il faut entretenir cette passion. Il ne faut jamais oublier pourquoi on a poussé la porte d'un dojo à un moment donné. Il faut conserver cette émotion primaire. Il faut la nourrir et elle passe par la rencontre d'autres disciplines, la rencontre avec une personne qui va nous apporter quelque chose sur notre chemin de vie et de découverte. Elle passe par les ouvrages, elle passe, voilà, nourrissez votre passion et revenez à l'individu plutôt qu'au système. Voilà, c'est ça qui est important. C'est votre progression personnelle qui est, à mon sens, essentielle là-dedans. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je vais faire une petite phrase de conclusion. Donc, j'invite vivement les auteurs à se rendre sur la page de Budo Édition pour trouver les ouvrages d'Areski Uzrut et de Emmanuel Ackermann. J'invite aussi les auteurs à consulter le site internet de Shinkyokai, l'association à Aix-en-Provence de Jean-Baptiste Chiki qui est avec nous. Je rappelle également que je mettrai de toute façon les liens vers vos ouvrages dans la barre de description de la vidéo, comme ça ce sera simple. Je rappelle également que vous êtes tous professeurs, donc Areski en région parisienne. Emmanuel, je crois que tu enseignes, rappelle-moi où? Je suis en Bulgarie, moi. Pour l'instant, je n'ai plus de club, si tu veux, attitré. Donc voilà, quand on m'appelle pour des stages, je réponds volontiers parce que c'est toujours intéressant. Je continue ma pratique personnelle, bien évidemment. Et je pense que c'est ça. Est-ce que tu as un site internet ou un média sur lequel on peut te suivre? Oui, on peut me suivre, Emmanuel Ackermann sur éventuellement Instagram. J'ai un site qui s'appelle My Training Guide, qui reprend mes ouvrages de préparation physique. On peut me suivre là-dessus. Enfin, voilà, on me trouve de toute façon sur Internet. Une recherche Google, on tombe sur moi. Voilà.
Ok, bon, de toute façon, je mettrai les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Donc, je remercie les auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à présent. Je rappelle que tous les ouvrages dont on a parlé sont disponibles dans la barre de description. Et puis, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, pour suivre les actualités de Budo Édition. Bon, merci à tous d'avoir été là, d'avoir pu partager vos connaissances à propos du karaté, à propos de la formation. Ça a été un plaisir pour moi également d'animer cette petite rencontre. J'espère effectivement qu'une prochaine fois, on pourra se voir en direct parce que ce serait plus chaleureux. Bon, pour l'instant, ce sera par Zoom jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de faire autrement. Mais ça a été vraiment un plaisir pour moi d'animer cette petite réunion et je vous remercie beaucoup. Donc, je vais conclure sur ça. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux et restez connectés sur les chaînes de Budo Édition. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.